moi, donc l'intuition, la vraie créativité, la réelle innovation, c'est pas quelque chose qui émane de notre cerveau. Donc c'est une chose à laquelle on se connecte. Est-ce que d'après toi, l'éducation à l'heure actuelle est dépassée et arrivée? Elle est obsolète complètement. Ouais. On est une génération où on va apprendre, on va surdévelopper, comme ça a été fait depuis longtemps, on va surdévelopper nos capacités intellectuelles, mais ces capacités-là vont devenir inutiles parce que les machines vont faire mieux que nous. Tous ceux qui sont sortis de l'école, que j'appelle l'école mentale, et ceux qui y sont actuellement, on va être des laissés pour compte qui vont devoir faire notre reconversion tout seul. L'humain a d'autres types d'intelligence que l'intelligence purement intellectuelle, ce qu'on appelle le QI. Et c'est cette intelligence-là qui vise à être imitée, voire remplacée, voire dépassée par les intelligences artificielles. Or, je pense que c'est vraiment une toute petite partie de notre intelligence. Bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup encore pour ton invitation chez toi avec la magnifique vue qui est sur le lac, non pas de Neuchâtel, mais de Léman. Avec grand plaisir. Écoute David, j'aime bien aller des fois straight to the point. Donc si, vu que tu as quand même une vie assez atypique, si tu avais que 60 secondes montre en main pour dire qui est David et à quoi ça ressemblerait. À quoi ça ressemblerait? Top chrono? Ah ben dis donc, ça c'est un sacré challenge. À la base, je suis un chef d'entreprise qui s'est reconverti en romancier. J'ai fait quelques best-sellers. Je suis spécialiste de la conscience. J'adore comprendre tout ce qui a trait à la conscience, qu'elle soit humaine ou même au-delà de la conscience humaine. Et que dire d'autre? J'ai aussi écrit un dernier livre qui n'est pas un roman, mais qui est un guide pour retrouver justement la partie de nous qui est la plus humaine, la plus intuitive, la plus créative. Combien? Bravo, 45 secondes. Ah ouais, pas mal. Pas mal, hein, t'avais encore un petit peu de marge. J'aurais pu en dire plus, d'accord. Bon, alors du coup, je te pose une petite question aussi qui est toujours intéressante. C'est si tu pouvais choisir un seul adjectif qui te correspond le mieux, ce serait lequel? Curieux. Curieux. Intéressant, c'est celui que j'avais sorti en plus. C'est vrai? Oui. Ah oui. Trop bien. Eh bien, écoute, tu l'as dit brièvement, là, tu es passé de chef d'entreprise à romancier. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes clés de ce changement? Est-ce que ça s'est fait d'une manière radicale ou non? Parce qu'on ose imaginer que c'est pas quelque chose qui, surtout que tu étais chef d'entreprise d'une entreprise internationale qui fonctionnait bien, ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. En réalité, je crois que maintenant je sais, mais avant je ne savais pas, que je faisais quelque chose, mais c'était pas ma passion. Ma passion, ça a toujours été les sciences noétiques, les sciences de la conscience. J'ai toujours voulu comprendre l'origine de la vie, ce qu'on faisait sur Terre, pourquoi on était là, quel était le but de nos existences. Et puis à force de décortiquer ça, je suis vraiment tombé sur le fait que la conscience est absolument... Comprendre la conscience, c'est absolument nécessaire pour répondre à ces questions-là. Donc c'était ma passion. Toutes mes lectures, toutes les personnes que je rencontrais, d'abord vraiment pour échanger, et puis ensuite je me suis un peu pris au jeu, et puis en-delà de mon travail, donc en marge de mon travail, je rencontrais des spécialistes, des scientifiques, des philosophes, même des religieux qui pouvaient me parler depuis leur vue à eux, leur point de vue à eux sur la conscience. Et après, j'ai aussi parlé avec beaucoup d'expérienceurs, des gens qui avaient vécu des états de conscience non ordinaires. Donc ça, c'était ma passion. Et puis, pour gagner ma vie, je gérais une entreprise internationale, comme tu l'as dit. Et les deux paraissaient plus ou moins complètement indépendants. Je faisais l'un ou l'autre, mais rarement les deux à la fois. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais il faut que je partage toutes ces connaissances que j'ai sur la conscience. Les autres me le disaient aussi. Je l'entendais beaucoup de la part des gens que je rencontrais, qui me disaient, mais David, il faut que tu nous partages ça. Pourquoi tu n'écrirais pas un livre? Et de fil en aiguille, à force de l'entendre, l'idée a germé. J'ai essayé d'écrire un livre assez sérieux, qui parlait vraiment de tout ce
que j'avais compris et que je voulais partager sur les secrets de notre conscience, qui me paraissait être finalement le fait de le comprendre pouvait nous aider réellement à vivre, à savoir pourquoi on était là, Et quand je me suis mis à écrire, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu l'impression de faire un énorme résumé d'un amoncellement de connaissances que j'avais acquises au fil du temps, et que voilà, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas d'histoire. En réalité, quand j'ai relu moi-même ce que j'avais écrit, je me suis ennuyé, donc je l'ai mis dans un des recoins de mon disque dur, et puis j'ai oublié. J'ai continué à gérer mon entreprise. Finalement, intellectuellement, c'était challengeant, donc ça me convenait bien, mais il y avait quand même un manque de sens. Okay. Il y avait un manque de sens. Et du coup, je continuais à avancer en parallèle, et puis j'en étais à un stade où j'avais l'impression d'avoir compris assez de choses sur la conscience, mais d'être un peu comme le marchand de vélo ou le réparateur de vélo qui sait tout sur les vélos, mais qui n'a jamais le temps de monter dessus ou qui n'a jamais eu l'occasion de monter dessus. Et je me suis dit, maintenant, on va arrêter d'accumuler des connaissances théoriques, et puis on va essayer de passer à la pratique. Puis c'est en passant à la pratique que petit à petit, j'ai commencé à devenir beaucoup plus intuitif, beaucoup plus créatif. Et puis, le déclic s'est fait alors que j'étais en même temps en train de gérer vraiment un très gros projet professionnel. Et en même temps, ça faisait plus de 6 mois que je m'étais enregistré pour participer à une retraite spirituelle avec Eckhart Tolle à New York. Il y a eu une hésitation au moment de partir parce que vraiment le projet que je devais gérer était important. Je me suis dit, non, c'est quand même c'est une occasion unique de vivre une semaine auprès de quelqu'un comme Eckhart Tolle, donc je vais y aller. Et j'ai commencé à aller dans cette retraite en faisant un peu du moitié-moitié, c'est-à-dire j'étais durant toutes les pauses, je répondais à mes emails, je gérais ce gros projet, et puis le reste du temps, je participais à cette retraite spirituelle. Et au bout d'un moment, je sais pas, il y a une sorte de déclic, comme quoi je pouvais pas faire les deux, qu'il fallait que je me calme un peu avec mes emails et que je vive le moment présent, vu que c'est l'auteur du livre The Power of Now, le pouvoir du moment présent, et c'est vraiment ce qui nous enseignait. Donc j'ai pris un risque professionnel à ce moment-là assez grand, c'est-à-dire de tout déléguer à mes employés et de me consacrer pleinement à cette retraite. Et là, j'ai eu l'intuition claire et limpide, après 2 jours d'immersion totale, que je devais reprendre mon projet d'écriture, mais sous forme de roman. Et là, je me suis rendu compte que tout d'un coup, je vivais intensément ce que j'avais appris en théorie. C'est-à-dire qu'en suivant cette intuition et en commençant à écrire mon premier roman, je me suis retrouvé en train de me baigner dans le flow créatif, le flow de l'intuition, qui est un peu comme le flow du sportif. Et là, j'avais des images qui me venaient devant les yeux. Et finalement, ces images, c'était un peu c'était l'histoire de mes romans qui défilaient. J'avais plus qu'à les écrire. Et c'était fluide, il y avait de la joie. C'était vraiment une expérience totalement différente qu'avant. Et là, j'ai continué ma double vie. C'est-à-dire que quand j'avais un moment, j'écrivais mon roman. Et puis, le reste du temps, je gérais mon entreprise. Et c'est comme ça qu'est paru mon premier roman. Seulement, cet état de flow, il est tellement agréable et je sentais que c'était tellement juste pour moi qu'après avoir écrit le premier, j'ai écrit le deuxième. Le deuxième est devenu un best-seller, donc en plus de l'écriture, il a fallu le défendre. Après, j'ai signé un contrat chez Pocket, mais qui demandait que j'écrive un troisième pour un délai. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, cette double vie professionnelle n'allait plus parce que je ne pouvais pas faire les deux correctement. Et comme ce qui me passionnait, c'était d'écrire, et j'ai choisi, j'ai décidé de vendre mon entreprise. Et ça s'est passé comme ça sur à peu près 2 ans. Et à ce moment-là, j'ai vendu mon entreprise en prenant un gros risque parce qu'écrire des romans, ça ne rapporte pas, contrairement à ce que je faisais avant. Et je me suis jeté dans le vide en me disant, maintenant, t'as coupé les ponts, t'es romancier, il va falloir te débrouiller. Et du coup,
Ces ponts, tu les as coupés justement parce que tu étais plutôt, enfin, t'avais connu ce que c'était d'être dans le flow, de la créativité, entre guillemets, tu le faisais avec passion. Alors, j'imagine que ton travail et puis ton rôle en tant que chef d'entreprise, tu avais quand même du plaisir à le faire, sinon tu n'aurais certainement pas fait ça pendant 20 ans, c'est juste? Oui, moi, ma société, je l'ai eue pendant 13 ans, je crois. Et puis avant ça, pendant 10 ans, j'étais CEO d'une autre entreprise dans le même domaine. Donc, 23 ans à la tête d'une entreprise d'études du comportement au niveau international. Ouais. Du coup, cette transition, tu l'as faite parce que tu n'avais plus le choix, que ça te prenait trop de temps. Tu es vraiment du coup victime de ton propre succès. Ça te demandait beaucoup trop de temps pour ne plus être capable de gérer les deux casquettes. Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu t'es dit... parce qu'on pourrait penser que la raison aurait eu raison, c'est-à-dire que non, David, tu as construit une belle entreprise, tu as un mode de vie qui fonctionne bien, tu veux pas maintenant plonger dans... Enfin, ça peut rester un hobby. J'imagine que toutes ces petites voix, tu les as eues dans ta tête. Oui. Comment tu as fait, entre guillemets, pour dire, bon, maintenant j'y vais? Est-ce que tu as brûlé les bateaux et puis du coup, tu n'avais plus le choix, ou tu as réussi à le faire de manière à que ton esprit mental te laisse tranquille? Ben, c'était un peu, finalement, mais c'est tout ce que j'ai appris durant, quand je suis passé du côté pratique et non théorique de la conscience. Une des grosses choses que j'ai appris, c'est justement à mieux m'écouter, à écouter mes intuitions. Et là, il y avait clairement quelque chose, c'est-à-dire que quand j'écrivais, j'étais dans la joie, j'étais dans le flow créatif, comme on en a déjà parlé. Et puis, j'étais aussi dans quelque chose qui faisait sens. Par contre, c'était économiquement pas viable. Et quand je faisais mon boulot, j'étais dans quelque chose d'économiquement très viable, mais j'avais le manque de sens et le manque de passion. Après, j'étais dans une configuration où j'avais des employés, j'avais un associé, et malgré que la raison aurait voulu que je reste dans ce qui faisait sens financièrement, il y avait quelque chose de plus fort qui faisait que je m'en désintéressais. Et si j'avais une priorité à donner entre les deux tâches, je donnais toujours la priorité à mon écriture. Et là est venue une sorte de, je me suis dit, il faut être fair play, c'est-à-dire qu'en tant que dirigeant d'entreprise, si tu n'es pas 100% concentré, si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tout le monde va souffrir, tes employés vont souffrir parce que tu ne seras pas là pour prendre les bonnes décisions. Ce n'aurait pas été complètement fair play pour mon associé. Enfin, donc, pour moi, il y avait à un moment donné, effectivement, je pense que j'aurais pu faire les deux en parallèle, mais j'aurais eu un problème de loyauté envers l'environnement. Et surtout, le problème, c'est que j'exprimais des choses dans mes livres au niveau économique, au niveau du sens qu'a le travail dans la vie, etc., qui aurait probablement pas été en ligne avec ce que je faisais et ce que mes clients me demandaient de faire. Donc à un moment donné, je trouvais qu'il fallait être cohérent. Et là, j'ai préféré prendre le risque de me dire que si vraiment je sentais autant de joie et de passion à écrire et à transmettre sur ces sujets-là, qu'il y aurait une issue qui serait positive. Mmh. Tu t'es fait confiance. Je me suis fait confiance, ouais. Et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt... Alors, le premier signe que j'ai eu, que finalement, je pense que j'ai pris une bonne décision, c'est qu'au moment où j'ai décidé de vendre, jusqu'au moment où j'ai vendu, il s'est passé quand même plusieurs mois, 6-8 mois, parce qu'on ne vend pas une société d'un claquement de doigts. Mais au moment où on a signé, quelques semaines après, a commencé le Covid et on était spécialisé dans le comportement des voyageurs aériens. Donc, t'imagines pas c'est remonté depuis, mais si ça avait duré plus longtemps, si j'avais dû vendre pendant le Covid, ou si j'étais resté pendant le Covid, je pense que j'aurais été accaparé par les problèmes de gestion et de manque de trésorerie, etc. Alors que là, j'ai pu sortir, et puis durant le Covid, c'est là où j'ai écrit mon 3e roman. Ok, excellent. T'en parles dans ton dernier livre, Devenu génial, tu offres un extrait d'un de tes romans, justement, où
C'est intéressant. Je me demandais si c'était un petit peu un reflet de ce qui s'était passé pour toi lorsque tu as voulu vendre et que tu as expliqué les raisons pour lesquelles tu souhaitais vendre. Tu l'as un peu mentionné là, tu n'étais plus vraiment aligné aussi avec les valeurs peut-être que l'entreprise avait et les nouvelles valeurs que tu as acquis. Typiquement dans le livre, là, tu parles que voilà, l'associé ne comprend pas, il a l'impression que celui qui vend veut se racheter une morale. Une morale, ouais. Est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé pour toi? Alors, si tu veux, je pense dans le fond, oui. Sur la forme, non. J'ai pas eu un associé comme l'extrait des Amants du ciel où c'est très conflictuel, où c'est très américain, où l'associé menace de lui faire un procès à non plus finir s'il vend parce qu'il veut pas se passer de sa valeur ajoutée. Non, je suis toujours très ami avec mon ex-associé et la vente s'est passée dans de très bons termes. Mais je dirais sur le fond, le fait que je voulais vendre pour être en ligne avec mes valeurs et puis pour vivre de ma passion, enfin, pour exercer ma passion, ça c'est juste. Ouais. Ok. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet, dans le technique, si on peut dire. Finalement, c'est ce que tu as acquis durant toutes ces années de passion, que tu faisais ça en dehors de ton travail et qui finalement t'ont permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Donc, on l'a dit, tu as été romancier tout d'abord, et là, tu as écrit ton dernier ouvrage, Devenez génial, qui est un livre de non-fiction, où finalement, tu apprends aux gens à développer leur ici. Enfin, à se connecter plutôt à leur ici. Ouais. Est-ce que tu peux le débriefer de manière un petit peu digeste pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que... En 60 secondes ou... Alors là, je te laisse un peu plus longtemps. Oui, donc mon dernier livre, déjà, il s'appelle « Devenez génial à l'ère où les machines deviennent intelligentes ». Ce qui est important parce que, en réalité, quand j'ai écrit le livre d'avant, donc mon roman le Chaman du Pacifique, qui a aussi été un best-seller, je parle au fait de... C'est un chaman qui arrive dans le monde digital et qui est confronté... On confronte en fait deux sortes d'intelligence. L'intelligence du chaman qui, lui, a été élevé dans la conscience globale et qui a une connexion fluide avec ce qu'il appelle les esprits, mais qui est probablement un champ d'information universel. Et puis, de l'autre côté, la Silicon Valley, où on essaie de répliquer l'intelligence humaine à coup d'algorithmes et de programmes de deep learning, jusqu'à créer des machines qui donnent l'illusion d'être intelligentes. Et toujours après l'écriture d'un ouvrage, je fais une tournée de promotion, je fais des conférences, et là j'ai vu que dans les conférences, ce qui ressortait le plus, c'était de la peur. C'est-à-dire que pourtant le roman est positif, le roman offre une vision plus ou moins utopique de ce qui peut se passer avec les IA. Mais quand même, le fait d'évoquer l'IA, d'évoquer la puissance, parce que ça je le démontre bien dans le roman, la puissance que pourront acquérir les machines, ça a fait peur à beaucoup de gens. Et c'est pas mon roman, hein, c'est dans l'air du temps. C'est vrai qu'à la fin, tu proposes une image mentale qui est, alors qui n'est pas finalement je veux pas spoiler le livre, mais qui est, on peut s'imaginer que si ça arrive, on peut s'imaginer comme ça pourrait mal se passer aussi. Voilà. Ouais. Et puis dans le roman, je l'évoque. Voilà. D'autres l'ont fait avant moi avec Terminator et des films de science-fiction avec l'intelligence artificielle. Toujours est-il que c'est vrai qu'il y a, en règle générale, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de peur, qui est probablement justifiée. Je lisais encore ce matin un rapport d'Accenture qui dit qu'à peu près 40% des tâches qui sont actuellement faites par des humains seront remplacées par des IA dans les 10 prochaines années. Donc, il y a effectivement un changement de paradigme avec l'IA qui amène de la peur. Et moi, cette peur, d'un côté, je la comprends, puis de l'autre, avec mes connaissances sur la conscience, je me dis qu'elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi elle n'a pas lieu d'être? Parce que finalement, l'humain a d'autres types d'intelligence que l'intelligence purement intellectuelle, ce qu'on appelle le QI. Et c'est cette intelligence-là qui vise à être imitée, voire remplacée, voire dépassée par les intelligences artificielles. Or, je pense que c'est vraiment une toute petite partie de notre intelligence.
Et je me suis rendu compte, en plus d'avoir cette théorie sur la nature de la conscience, qui a fait l'objet de recherches de ma part depuis tant d'années, j'ai eu cette expérience que j'ai déjà racontée dans ce flow intuitif et créatif pour écrire mes romans. Et là, je sais que c'est quelque chose qui ne pourra jamais être imité par une machine. Je sais que en fait, il existe un flow d'informations, que ce flow soit pour écrire des romans, pour faire de la musique, pour peindre, pour faire une activité créative ou pas, hein, même si on a un challenge personnel ou professionnel, il y a des solutions créatives qui existent déjà. Elles existent déjà dans ce fameux champ d'information auquel on est capable de se connecter. Et au fait, ce dernier livre, il se concentre là-dessus. Il se dit, mais au lieu d'avoir peur des machines, au lieu d'avoir peur de cette intelligence IQ qui est en train d'être imitée par des processeurs, etc., autant redévelopper ce qu'on a de vraiment humain et d'unique en nous. Et ça c'est pas que cette fameuse intelligence intellectuelle, mais c'est toute l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, la connexion à une conscience plus vaste. Et Devenez génial, c'est simplement un guide pour réapprendre à faire ça. Je dis réapprendre parce qu'on est tous nés avec, mais on a une éducation qui nous a probablement fermé les portes à cette intelligence intuitive. Et ce livre sert à les rouvrir. Justement, dans le chaman du Pacifique, tu parles de petite conscience, grande conscience. Dans Devenez génial, à l'ère où les machines deviennent intelligentes, tu parles plutôt de conscience mentale et conscience esprit. Ouais. On pourrait dire que conscience mentale, c'est la petite conscience, et conscience esprit, c'est la grande conscience. Oui. Je crois que c'est dans le chaman du Pacifique, c'est intéressant que tu fais pour... je trouve que c'est bien imagé, où tu prends le parallèle avec un téléphone. Mm-hmm. Et tu dis que la petite conscience, donc la conscience mentale, c'est finalement la mémoire vive du téléphone, et que la grande conscience, c'est en fait le cloud. C'est la connexion avec Internet, avec exactement. le cloud. Ouais, et que si notre téléphone se pète, on peut instantanément avoir accès à toutes ces données en se reconnectant au cloud. Chose qu'en fait, en parallèle avec nous, on pourrait dire que la petite conscience, c'est tout ce qui émane de notre cerveau. Enfin, on est capable de compter, de raisonner, tu parles aussi de l'ego, de l'identité. Et donc ça, je pense que c'est assez facile pour les personnes de comprendre que pourrait être la petite conscience. Ouais. Ce qui est plus challengeant, c'est bien évidemment de leur expliquer factuellement un peu comment ils pourraient imaginer. Enfin, c'est finalement les ici pour intuition. Créativité, innovation. Les ici, pour moi, donc l'intuition, la vraie créativité, la réelle innovation, c'est pas quelque chose qui émane de notre cerveau. Donc, c'est une chose à laquelle on se connecte. Je le sais pour le vivre quand j'écris des romans. Je sais que l'histoire de mes romans, je ne l'invente pas avec mon cerveau. Les images que je reçois, il n'y a aucun moyen que mon cerveau pourrait les créer. Parce que c'est des images que je parle notamment dans certains de mes livres. On est sur carrément un autre monde. Oui. Et cet autre monde, je le vois. Et il n'y a pas de... c'est pas des images que je retire d'un film de science-fiction ou d'Avatar ou quoi que ce soit. C'est différent. Il y a aucun point commun. Donc, c'est de l'information à laquelle j'accède. Okay. Et je crois que ta question, c'est comment définir la grande conscience ou la conscience esprit par rapport à la conscience mentale qu'on connaît, parce que finalement, c'est celle qu'on expérimente tout le temps. C'est cette voix dans notre tête qui nous parle sans arrêt. Donc, on la connaît bien. La conscience esprit, effectivement, elle est plus subtile. Elle est faite d'informations et de matière d'ordre quantique, donc non mesurable. Donc, effectivement, elle est beaucoup plus difficile à expliquer. Mais justement, avec l'analogie du téléphone que j'utilise dans le chaman du Pacifique, je pense qu'on comprend mieux dans le sens où, de la même façon où notre téléphone, s'il a une information qui lui manque dans sa mémoire vive, on est capable de lui demander
d'aller se connecter à Internet, eh ben, nous, êtres humains, on est capable de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller puiser de l'information dans un champ que moi j'appelle l'Internet de l'univers, de nouveau, pour être très imagé, pour expliquer simplement. Mais effectivement, on peut imaginer que ces informations qu'on peut aller puiser, que ce soit des informations créatives ou que ce soit des informations pour résoudre un conflit ou un challenge, et qui n'émanent pas de notre propre cerveau, elles sont à quelque part, et si on ne veut pas s'amuser à définir ce quelque part, ce qui pourrait être très complexe, on peut l'appeler l'Internet de l'univers. Et à ce moment-là, c'est assez clair, c'est-à-dire, je n'ai pas l'information dans mon cerveau, je vais la chercher à l'extérieur. Oui, excellent. Du coup, ça m'interpelle par rapport à ce que tu as dit avant, c'est que à l'heure actuelle, on va à l'école, on apprend à compter, on apprend à lire, on apprend à écrire. Ce qui finalement, on pourrait catégoriser ça, pour mettre ça dans le package de la conscience mentale. Oui. D'après toi, vu que dans quelques années, enfin c'est déjà le cas, les intelligences artificielles sont en train de dépasser nos capacités pour tout ce qui touche notre conscience mentale, est-ce que d'après toi, l'éducation à l'heure actuelle est dépassée et arrivée? Elle est obsolète complètement, ouais. Et comment est-ce que pour toi, comment tu pourrais imaginer ça? Parce que je pense que l'éducation, c'est un des systèmes qui est le plus difficile ça prend du temps. Ayant ma chérie qui est enseignante, je vois à quel point, lorsqu'il y a une idée qui émerge et puis le temps qu'elle prenne forme, souvent elle est déjà dépassée. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a... comment tu pourrais, dans un idéal, comment tu pourrais imaginer ça? Moi, alors j'en parle beaucoup dans Devenez génial. Je dis de toute façon qu'on est la génération, et dans cette génération, j'inclus les gens qui sont à l'école actuellement, parce que le système ne va pas changer assez rapidement pour que ceux qui sont actuellement sur les bancs d'école aient une éducation différente de celle qu'on a eue. On est une génération où on va apprendre, on va surdévelopper, comme ça a été fait depuis longtemps, on va surdévelopper nos capacités intellectuelles, mais ces capacités-là vont devenir inutiles parce que les machines vont faire mieux que nous. Donc on va se retrouver sur le marché du travail avec un apprentissage non adapté. Oui. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit Devenez génial. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sortis de l'école, que j'appelle l'école mentale, et ceux qui y sont actuellement, on va être des laissés pour compte qui vont devoir faire notre reconversion tout seuls. Oui. Après, je pense que les choses vont évoluer. C'est-à-dire qu'on voit à un niveau sociétal que souvent, l'école s'adapte quand même aux besoins. L'école sert quand même, mine de rien, principalement à former la force de travail future. Donc, si les besoins en job évoluent, derrière, l'éducation doit évoluer aussi. Donc, je pense qu'à un moment donné, mais comme tu l'as dit avant, c'est long, il va y avoir une adaptation. On va se rendre compte que finalement, surdévelopper le côté gauche du cerveau, le côté rationnel, intellectuel, ça sert plus autant qu'avant. Et par contre, recommencer à développer le côté droit, ce fameux côté droit qui nous permet cette connexion avec notre plus vaste conscience, avec cet Internet de l'univers, deviendra un prérequis pour pouvoir trouver un travail. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'on va plus se retrouver dans des systèmes d'éducation comme il y a actuellement en Finlande ou comme les écoles Steiner le font ou Montessori le font. Oui, ok. Donc pour toi, si on, vulgairement dit, apprendre un enfant mettre un gros focus sur lui faire apprendre à écrire, à lire, à compter, pour toi, c'est devenu presque obsolète au final. Non, alors je pense que je veux dire, on veut pas redevenir l'analphabète, on est bien d'accord, mais je pense que comme tout, c'est une question d'équilibre. Actuellement, on a perdu cet équilibre. C'est-à-dire que, je sais pas si tu es au courant, mais aux États-Unis ou en Chine, par exemple, pour que ton enfant rentre dans un jardin d'école privé, qui te permet ensuite d'aller dans une école primaire, privée, digne de ce nom, qui au final te mènent jusque dans les Ivy School, etc., qui te permettent d'avoir un job bien rémunéré.
À partir de 3 ans et demi, tu dois savoir lire et écrire. Sinon, on t'accepte même pas au jardin d'enfants de cette école privée, de ce parcours privé qualitatif. Donc, qu'est-ce que font les parents? Ils se disent, je veux le mieux pour mon enfant, donc je vais lui apprendre à lire et écrire dès 3 ans. C'est complètement faux. On sait que c'est un âge où, justement, l'être humain doit travailler sa créativité, doit travailler son intuition, doit être plus dans la terre, dans les éléments, etc. Et tout ça, c'est en réalité parce que c'est un âge où on forme nos connexions au cerveau droit. Si on bypasse ça, c'est un peu comme une amputation, si tu veux. La connexion au cerveau gauche doit se faire plus tard. Mais si on prend le temps qui est consacré à la connexion au cerveau droit pour déjà commencer la connexion au cerveau gauche, puis qu'ensuite, à l'âge où on doit faire des connexions au cerveau gauche, on réaccentue et on remet une dose, mais en fait, on a perdu toute cette capacité. Et c'est pour ça que maintenant, il y a tellement de personnes qui sont déconnectées de leur connexion. Pourquoi? C'est pour ça que tout d'un coup, on se dit, mais les gens qui m'entendent parler peuvent se dire, mais il est bien gentil, David, avec ses histoires on peut se connecter à l'Internet de l'univers, mais moi, je n'y arrive pas. Je vois même pas de quoi il parle. Ce flow créatif, j'ai jamais eu accès. Simplement, en fait, en réalité, on a tous accès, mais c'est des chemins qu'il faut défricher, qui auraient dû être... C'est des connexions neuronales qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, et puis qu'on doit refaire maintenant. Et c'est comme une langue, c'est plus difficile de les faire à 30 ans, ou 40 ans, ou à 25 ans, que de les faire à 6-7 ans. Bon, après, faire le parallèle avec... c'est comme finalement... tous les enfants sont souples de base, et puis à force de ne pas faire des exercices pour peut-être se muscler, tu te rigidifies, et puis arriver à... je parle en connaissance de cause, à 30 ans, j'ai commencé à vouloir me remettre à la souplesse. C'est un peu plus difficile. C'était dur. On finit par y arriver. Mais Le truc avec la souplesse, c'est que si tu n'arrives pas à toucher tes pieds, tu le remarques. Tandis que quand tu n'as pas une connexion fluide à tes ici, à cet Internet de l'univers, c'est quelque chose, en fait, tu t'en rends pas compte. Tu te rends pas compte que tu n'es pas souple. Tu te rends pas compte que tu n'y as pas accès. Et au fait, il y a déjà tout un travail à faire en amont pour savoir que ça existe, pour en tout cas imaginer que ça existe, pour ensuite décider de faire l'effort de refaire ces connexions justement pour avoir accès à ces ici. Ouais, ça me fait penser parce que, typiquement, la méditation, c'est quelque chose pour laquelle je me suis beaucoup intéressé, dans le sens où j'ai tellement vu toutes les vertus de la méditation, je me suis dit que je me devais de me créer cette habitude-là. Et c'est certainement la plus compliquée, c'est celle que je n'ai jamais réussi à tenir sur le long terme, j'ai toujours fait par vague. Et c'est notamment aussi, comme tu l'as justement dit, c'est difficile de quantifier réellement l'amélioration. Quand je médite, au début c'est super dur, mais il n'y avait pas vraiment d'amélioration palpable. Et dans ton livre justement, sauf erreur, tu expliques que ça, la méditation, c'est un petit peu la piste noire quand on va skier et qu'on est encore débutant. Oui, c'est la métaphore que j'aime utiliser pour la méditation. C'est un outil absolument génial pour arriver à ces ici, mais c'est le plus difficile. C'est un des plus difficiles. Et le danger, au fait, de commencer par quelque chose de trop difficile, c'est de ne pas y arriver. Parce que tu peux très bien te dire que je connais plein de gens qui sont dans la volonté, donc qui ont une grande volonté, une grande discipline, qui, du coup, font une demi-heure de méditation, voire 2 fois une demi-heure de méditation par jour. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est s'asseoir et de laisser libre cours à leurs pensées. Donc, ils sont accaparés de leurs pensées. Et ça, c'est pas de la méditation. C'est-à-dire que la méditation, c'est quand même essayer de diminuer ou de faire de l'espace entre ces pensées, qui est le but vraiment, parce que c'est de l'espace entre ces pensées que provient la connexion à nos ici. Donc, c'est vraiment le but du jeu. Mais c'est pas dit que je veux dire, le fait de décider d'arrêter de penser, si je te demande maintenant d'arrêter de penser, c'est pas dit que ça marche. C'est même assez sûr que ça ne marchera pas. Du coup, les techniques que je préconise dans Devenez génial sont graduelles. Et on commence pas par la méditation, à moins d'être déjà une ceinture noire. Typiquement, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient développer leur ici, mais qui sont novices de tout ce qui est méditation, ou peut-être qui font même de la méditation
déguisés, si je puis dire. Donc, finalement, pendant 2 fois 30 minutes durant la journée, ils laissent libre cours à leurs pensées. Quel serait pour toi l'exercice numéro 1 dans lequel ils devraient un petit peu s'exercer? Pour moi, si on reprend la métaphore du ski, la piste bleue, c'est la respiration. C'est de travailler sur sa respiration. J'explique bien dans Devenez génial. On a principalement, on en a un peu plus, mais on peut schématiser, on a 2 modes. L'être humain a 2 modes. C'est le système nerveux central qui décide, donc c'est pas notre volonté qui décide dans lequel des 2 modes on se trouve. Le mode sympathique qui est un mode où on est en état d'alerte, et le mode parasympathique qui est un mode où on est vraiment relax. Et en réalité, on devrait passer de l'un à l'autre plusieurs fois par jour. Parce qu'on n'est pas censé être tout le temps dans un mode surexcité ou surstimulé. Mais actuellement, dans notre société où tout va très vite, où on est bombardé d'informations, où on nous demande souvent beaucoup de choses stressantes, on passe la majorité de nos journées en mode sympathique. Or, la respiration peut, en moins d'1 minute, nous faire changer de mode. Et ça, c'est très important. Et du coup, je préconise de toujours commencer par une technique de respiration, quel que soit l'exercice qu'on veut faire après. Ok. Donc, piste bleue, respiration. Ouais. Piste noire, méditation. Il y a la piste rouge encore qui pourrait... Mais je dirais la piste rouge, pour moi, c'est là que c'est le plus intéressant parce qu'on peut faire le plus de travail, c'est de commencer à apprendre à être vraiment présent dans ce qu'on fait. Le multitask, c'est l'ennemi de la connexion à nous ici. Le stress, le multitask, les conflits, ce sont les ennemis de la connexion à nous ici. Et en réalité, quand je parle de faire une chose à la fois, les gens me disent « Ah, mais c'est ennuyant et on ne sera pas efficace. » Mais en réalité, si on fait une chose à la fois, mais on la fait bien, elle prend beaucoup moins de temps. Donc, on peut faire plusieurs fois une chose à la fois, faire des séquences d'une chose à la fois et avoir des journées très, très productives. Cependant, apprendre à faire ça, c'est pas évident parce qu'on a tellement l'habitude. Hein. Même si une chose que je pourrais te dire dans la piste rouge, ce serait d'aller te balader en nature parce que la nature aide justement cette connexion au moment présent. Mais si quand tu te balades en nature, je sais pas, tu prends ton téléphone ou tu écoutes de la musique et que tu es déjà en train de faire 2 ou 3 choses à la fois et cette connexion, tu la perds. Donc oui, c'est vraiment commencer à réapprendre à être totalement présent dans ce qu'on fait. Et là on obtient déjà une qualité de vie, une qualité de travail beaucoup plus créatif que quand on est en multitask. Surtout que le multitasking a été démontré, on a beaucoup parlé durant des années, mais c'était prouvé comme quoi ça n'existe pas. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Donc en fait, on le stresse en lui disant fais plusieurs choses à la fois, puis il switch de un à l'autre, et revient va vers l'autre, etc. Donc peut-être qu'en 5 minutes, il va passer 20 fois de l'un à l'autre. Alors qu'on peut faire 5 minutes l'un et 5 minutes l'autre, et on aura des résultats bien meilleurs. Et aussi pour notre hygiène spirituelle, si tu veux, notre faculté à nous reconnecter au cerveau droit, à nos ici, c'est nettement plus intéressant de pratiquer les choses les unes après les autres et de vraiment être dans ce qu'on fait et pas ailleurs. Parce qu'on a pris cette mauvaise habitude, on a à peu près 30 000 pensées par jour, c'est beaucoup trop, et on a pris cette habitude de faire quelque chose et de penser à autre chose. Donc si on se réaligne, si on réaligne ses pensées à ce qu'on fait, on est déjà beaucoup plus proche d'une connexion avec nos ici. Tu parles d'état de flow. Quand je t'écoute, j'entends que ton état de flow, tu l'as principalement quand justement tu es dans quelque chose qui a du sens, qui te correspond à 100%. Pour pouvoir avoir ton état de flow, tu peux l'avoir justement parce que tu as eu l'intuition que cette chose, si on prend ton exemple, tu as réussi à rentrer dans le flow en commençant à écrire tes romans. Oui. Et lorsque tu es dans ton flow, tu as justement, c'est là où tu dis que tu as accès à tes ici. À l'inverse, tu vois, c'est vraiment comment finalement, lorsque tu ne sais pas du tout
ce qui est fait pour toi, tu sais pas vraiment quelle est ta passion, quelle est ta mission de vie, si on peut utiliser ce terme-là. C'est donc toi typiquement avec des exercices comme la respiration ou la méditation, c'est en fait mettre de l'espace, être capable de chasser un petit peu les 30 000 pensées qu'on a par jour pour pouvoir accueillir ces ici, pour donner des réponses et après en fait avancer. Et là justement pour toi, c'est à ce moment-là qu'on sera aussi capable d'atteindre ce flow. Oui, mais en réalité, une autre analogie que j'utilise dans Devenez génial, c'est l'analogie de la cascade d'eau. Oui. C'est-à-dire que il faut s'imaginer, alors ça arrive pas souvent, mais tu te retrouves derrière une cascade. Je sais pas, moi j'ai déjà eu la chance de faire ça, c'est très sympa. Tu te retrouves derrière la cascade parce qu'il y a, je sais pas, il y a un petit creux dans un rocher, donc tu arrives à te retrouver derrière. Et devant toi, tu as le rideau d'eau. Et au fait, ce que tu as devant toi, c'est un truc opaque, continu et bruyant. Et pour moi, ça, c'est les pensées. Et puis, ce que tu voyais quand tu n'étais pas derrière la cascade, mais devant, c'est-à-dire tout le paysage, ce sont nos ici. Donc nous, on est un peu caché par ce rideau de pensée, si tu veux. Nos ici ne sont pas accessibles. On ne voit pas la beauté du paysage parce qu'on est sans arrêt en train de penser. Et l'idée que j'évoque dans Devenez génial, tous les exercices qui sont dans Devenez génial ont pour but, finalement, de trouver des astuces pour que le rideau de pensée s'écarte, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce que comme ça, s'il s'écarte un tout petit peu, paf, on reçoit une intuition. Avec cette intuition, on peut déjà aller un petit bout. Puis ensuite, tu vois, moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, cette fil en aiguille. Ce que je dis pas, c'est comment je suis arrivé à la retraite d'Eckhart-Tolle, mais c'est aussi une suite d'intuitions et de coïncidences qui, comme par hasard, ont commencé quand j'ai mis en pratique ce que j'avais compris de la conscience. Tu t'es mis sur le vélo. Ouais. Quand je me suis mis sur le vélo. Parce que le fait d'avoir tout compris au vélo ne m'a pas amené la moindre intuition. C'est que quand j'ai commencé à faire du vélo, à pratiquer, que petit à petit, je suis allé d'une intuition à l'autre, jusqu'à recevoir cette grande intuition qui m'a demandé de faire un roman, puis qui m'a mis cette fois vraiment dans le flow. Là, je sais qu'avec le roman, c'était le panneau vert de l'autoroute de l'intuition, parce que je sais que quand je rentre dans l'écriture, je rentre dans le flow créatif. Et là, il n'y a plus de doute. Je peux arrêter ce podcast, me mettre devant mon ordinateur et écrire un chapitre du prochain roman. Je sais que je vais rentrer dans ce flow. Ok. Donc pour toi, pour rentrer dans le flow, tu dois quand même avoir tu ne peux pas vraiment rentrer dans le flow si c'est une tâche qui n'a pas de sens pour toi. Alors je vais tourner le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu ne feras pas quelque chose qui n'a pas de sens pour toi si tu suis tes intuitions. Ouais. Très joli, très bien retourné, ouais. Très bien retourné. Il y a une chose dont tu parles aussi assez dans ton livre. Bon, il y a les croyances limitantes aussi et qui sont fort intéressantes et dont on pourrait parler des heures. Un point que j'avais noté, c'était, tu disais que notre conscience mentale n'est pas faite pour nous rendre heureux. Ouais. En gros, elle est là pour notre survie. Ouais. Et que du coup, en fait, souvent, on rentre dans cette spirale infernale que finalement, c'est un petit peu... on a l'impression que pour être heureux, pour trouver le bonheur, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de choses matérielles. Et puis que finalement, si on n'a pas encore... si malgré tout ce qu'on a déjà, on n'est toujours pas heureux, c'est qu'on n'en a pas assez. Et puis on rentre en fait dans cette spirale de hyper-consommation. Donc, pour toi, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se disent qu'est-ce que c'est le bonheur? Comment je peux atteindre le bonheur? Selon toi, c'est quoi? Est-ce que c'est atteignable ou c'est un chemin, c'est pas une destination? Comment tu pourrais définir, toi? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le bonheur qui m'ont énormément intéressé, et j'en parle principalement dans les années du temps perdu, où je préconise qu'on mesure le bonheur national brut plutôt que le produit intérieur brut. Mais en réalité, déjà, on voit que l'argent ne fait pas le bonheur, oui, mais. C'est-à-dire que, et c'est là que probablement notre mental nous trompe, c'est que quand il te manque des besoins fondamentaux, que ce soit le besoin de se nourrir, le besoin de loger, mais aussi un besoin de dignité, un besoin de formation, etc. Tant qu'il te manque cette base-là,
l'argent fait le bonheur. Parce que dès le moment où tu as de l'argent, tu vas pouvoir satisfaire ses besoins de base. Les études ont montré qu'aux États-Unis, on était à peu près à $7 000 pour un couple, je crois. Je ne suis pas sûr si c'est pour un couple et une famille, mais enfin, dans ces eaux-là, en deçà de ça, de ce seuil, l'argent fait le bonheur. Au-delà, les courbes commencent à se séparer. C'est-à-dire que tu ne vas pas doubler ton bonheur si tu passes de $7 000 à 14 000. Au contraire. À un moment donné, la courbe s'éloigne vraiment. À un moment donné, c'est-à-dire qu'avoir trop d'argent fait le malheur. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est ce que tu disais avant, le mental, lui, il va te mettre en sécurité. Il va s'occuper de faire en sorte, il va faire son maximum pour faire en sorte que tes besoins fondamentaux soient remplis. Après, si on était des êtres équilibrés, il devrait savoir qu'il a fait son job et qu'il doit simplement maintenir le cap. Donc voilà, il peut mettre sur pilote automatique, il peut se reposer. En réalité, vu qu'on a... Puis, en fait, quand il se met sur pilote automatique, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il dit à l'autre pilote, celui de la conscience-esprit, maintenant c'est ton tour. C'est à toi de continuer à nous rendre heureux. Seulement, l'autre pilote, on ne sait même pas qu'il existe. Et puis, le pilote du mental, il se croit seul maître à bord. Il répète à l'infini ce qu'il pense apporter bonheur, vu que ça a apporté du bonheur au début. Et du coup, il va accumuler toutes ces choses dont on ne sait plus quoi faire. On a un surplus. Donc, trop de biens matériels, trop de pouvoir, trop d'ego, etc., qui en réalité vont nous amener des peurs. Parce que tu vas avoir la peur qu'on te prenne, la peur que ton voisin ait plus que toi, la peur que tu aies une parcelle de ton pouvoir qui disparaisse parce que tu as un jeune dans la boîte qui monte, etc. Donc, c'est là, à un moment donné, où il faut devenir plus zen pour rester dans le bonheur. Et qu'est-ce que c'est qui c'est qui t'apporte la zénitude ? C'est ta conscience-esprit. Et après, ces études sur le bonheur ont aussi montré qu'une fois que les besoins fondamentaux sont remplis, ce qui nous amène du bonheur, c'est les connexions humaines, c'est l'empathie, c'est de donner. Donner apporte plus de bonheur que de recevoir, une fois qu'on a franchi le seuil de ses besoins. Donc, c'est des choses qui sont plutôt contre-intuitives pour le mental. Mmh. Ouais. Du coup, tu pourrais, pour les personnes qui te connaissent depuis toujours, est-ce qu'ils pourraient dire qu'il y a le David avant et le David après ? Oui, certainement. Surtout au début de ma carrière. Bon, moi, j'étais quand même un jeune loup qui a fait son MBA en finance et qui, au début de ma carrière, j'essayais de monter l'échelle. Je me suis peut-être rendu compte plus tard que je montais à la mauvaise échelle, mais je montais l'échelle le plus vite possible. Donc, j'ai accumulé les biens, je travaillais beaucoup. Pour moi, le plus important, c'était la réussite. Ouais. Alors que maintenant, tu as vu avec les changements que j'ai faits, je suis vraiment plus... Pour moi, le plus important, c'est le partage, c'est la qualité des liens, c'est transmettre. Oui. Ouais, il y a aussi beaucoup de parallèles que je me suis beaucoup intéressé au minimalisme. Et le minimalisme a quand même aussi cet état d'esprit, less is more, et qui reflète aussi certains de tes dires par rapport à ça. Oui, et puis après, il y a aussi des côtés pratiques. Hein. Je skie énormément et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas un chalet. Dis toi qui skis tellement, pourquoi tu as un chalet ? Mais je dis simplement parce que d'avoir une maison, ça m'apporte assez de soucis et de choses à gérer. Si je multiplie par 2, c'est des pensées en plus, c'est des moments où j'ai pas le calme et la sérénité dont j'ai besoin. Donc, des fois, oui, moins c'est plus. Oui. Clairement. Et du coup, là, si on pouvait donner un simple mode d'emploi pour quelqu'un qui nous écoute et qui justement a envie de... bien évidemment, le premier step, c'est d'acheter ton livre. C'est ce que j'allais dire. Devenir génial. C'est le step numéro 1. Mais là, après l'écoute, il doit attendre les quelques jours avant de pouvoir le recevoir. Demain matin, est-ce que toi, tu pourrais est-ce que toi-même, tu as une routine quotidienne que tu as pour muscler, plutôt garder, muscler
Alors moi, j'ai une routine quotidienne, effectivement. Après, je pense pas que la routine de quelqu'un d'autre soit forcément utile. Déjà, on a parlé de piste noire versus piste bleue, donc ça dépend vraiment où la personne se situe. J'imagine que si elle est prête à emprunter une piste noire, elle a déjà sa routine. Et puis, si elle est plutôt au début de son apprentissage du ski et qu'elle cherche plutôt les pistes bleues, je suis pas sûr que ma routine à moi lui conviendra, soit adaptée. Mais si tu veux savoir ma routine, moi, je me lève toujours le matin, je me fais un bon thé, je vais sur le balcon, quelle que soit la température. S'il faut, je prends une veste et je fais une demi-heure de méditation. Dans cette méditation, vers la fin, d'abord, j'essaie de faire le vide dans mes pensées. J'essaie de vraiment visualiser mes connexions au cerveau droite, donc à mes ici. Vers la fin de la méditation, j'essaie de me connecter à la joie et à l'amour. L'amour que j'ai pour ma famille, pour mes proches, pour mes amis. Ensuite, je suis dans la gratitude. Je fais de la visualisation de ce que j'aimerais obtenir. Par exemple, pour les romans, je visualise qui fonctionnent bien, que ce sont des best-sellers, etc. Puis après ça, je suis vraiment dans la gratitude. Je me demande, je repasse en revue la journée précédente et j'essaie de faire l'inventaire de tout ce qu'on m'a apporté et je rentre en gratitude auprès des gens qui m'ont apporté quelque chose. Après, je suis dans une gratitude plus générale envers la vie, envers l'univers, etc. Et puis après, je laisse encore un moment, justement, s'il y a des ici qui doivent venir. Donc, je fais un moment de vide où je dis, tiens, c'est le bon moment maintenant pour espacer les pensées s'il y a quelque chose qui doit venir. Puis après, je commence ma journée de travail et si j'ai eu des ici, je les note. Ok. Donc, tu adaptes pas forcément ta journée par rapport au ici que tu as pu avoir durant la matinée? Non, en principe pas. À moins que ce soit... quelque chose de tellement fou que... Ouais. Puis des fois encore, je les loupe. Je sais plus, il y a un moment donné, j'ai eu une ici comme quoi je devais acheter du Bitcoin. Je me suis dit, c'est complètement débile ce truc. Je l'ai pas fait. Puis l'autre jour, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder pourquoi. J'avais juste noté quand j'avais eu cet ici. Puis j'ai regardé comment le Bitcoin avait évolué. Puis il avait pris 30 ou 35%, je sais plus. Ah, il est pas contre l'argent du coup. Ouais, non, mais je pense que je pense qu'il sait que je fais un métier qui est pas très rémunérateur, donc je reçois aussi des petits conseils comme ça. Excellent. Bon, je saurais s'il me parle de ça. Alors voilà, c'est ça. À la fin de ton livre, donc ton dernier livre, tu parles un petit peu, donc on dirait la majeure partie, c'est pour comment, à titre individuel, se connecter à nos ici. Mm-hmm. Tu donnes une multitude tu commences vraiment par déjà apprendre à casser ses croyances, déjà à mettre le doigt sur ses croyances, à les casser. Mm-hmm. Tu donnes plusieurs techniques pour s'y connecter. Et à la fin, j'ai trouvé super intéressant, c'est comment tu vois, en fait, inculquer ça dans les entreprises. Mm-hmm. Et ma question est, en fait, il y en a deux. Donc déjà, à l'heure, lorsque tu étais encore à la tête de ton entreprise, est-ce que tu as testé déjà de mettre en place ces concepts-là, ou pour toi c'était encore à l'époque trop pas assez concret ou C'était pas assez mûr dans ma tête pour que je les mette en place dans mon entreprise. Par contre, j'ai testé d'autres concepts, comme justement de ne pas être une entreprise presse citron, de laisser les gens avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça, oui. Ok. Et pour toi, l'entreprise de demain, elle devrait ressembler à quoi? L'entreprise de demain, pour moi, elle va changer dans le sens où tout ce qui est... si on parle de demain plutôt à un horizon 10 ans, 10-15 ans, je pense que tout ce qui est tâche purement intellectuelle, ce sera fait par des machines. Donc l'humain, il va être là pour être empathique, créatif, intuitif, innovatif. Et du coup, je pense vraiment que je démontre dans mon livre qu'au fait, ces qualités-là, c'est des qualités qu'on peut avoir si on a un bon équilibre, une bonne hygiène de vie qui inclut un équilibre vie privée, et travail qui est beaucoup plus sain que la majorité des gens ont actuellement. Donc, je pense que
ça va être très intéressant. Soit les entreprises vont comprendre que le modèle Presse Citron, il touche à sa fin, et alors on va peut-être revenir vers une société plus équilibrée, où les gens auront plus de temps pour justement se faire du bien, avoir une hygiène de vie qui permet notamment de se libérer de ces 30 000 pensées par jour, en tout cas pas de toutes, mais d'une bonne partie d'entre elles, et d'être, pour utiliser un terme que tu aimes bien, et d'être plus zen. Et là, je me demande ce que ça va donner une société où les gens seront plus zen. Mais je pense que ce sera un cercle vertueux. Ou alors, ça va partir en couille, excuse-moi le terme, mais c'est-à-dire qu'on va remplacer tous les humains par des machines. On va garder quelques humains là où c'est indispensable. Puis on va se retrouver dans une société qui tourne, mais qui crée de la valeur, mais pour qui, hein? Parce que si le travail est fait par des machines, puis que les machines ne dépensent pas, elles ne reçoivent pas de salaire, elles ne dépensent pas, ben je ne sais pas trop comment. À ce moment-là, je pense que ce sera la fin du système économique tel qu'on le connaît. Il faudra se réinventer. Donc, que ce soit un chemin ou l'autre, je pense que ça va être très intéressant. À mon avis, on est vraiment dans un changement de paradigme. Et on devra soit... pour moi, ça peut soit très bien se passer, on peut être très intelligent avec cette transition que nous amènent les IA, ou alors on peut y aller la tête dans le guidon, comme on l'a fait ces 10-15 dernières années, en niant les faits, comme on nie le fait qu'on est en train d'épuiser les ressources. Et à ce moment-là, il faudra passer par une crise. Je ne sais pas de quel ordre, mais il faudra passer par une crise. Donc pour toi, c'est un must de justement développer au final nos ICI, quoi, et que ce soit à titre individuel pour qu'après ça puisse être à titre sociétal. Sociétal, ouais. Justement, le dernier chapitre du livre, le dernier, pas chapitre, mais la dernière section du livre, parle beaucoup d'élévation des consciences au niveau sociétal comme un vrai moyen de changer les choses, d'améliorer le fait qu'actuellement, on sait tous, hein, à part ceux qui sont climato-sceptiques ou qui sont dans le denting total, mais on sait tous qu'actuellement, la société telle qu'elle est organisée, avec son moteur économique, nous mène droit dans le mur. Donc un changement, il doit y avoir. Ou alors on va se rapprocher du mur à un tel point que tout le monde va prendre peur et qu'une crise va éclater. Mais franchement, j'espère qu'on est plus intelligent que ça. Et je parle de cette intelligence collective, pour moi, doit naître une sorte d'élévation des consciences où on a collectivement accès à nos ICI, puis on commence à comprendre comment la vie fonctionne, comment le monde fonctionne. La vie, elle fonctionne en harmonie. Actuellement, c'est pas ce qui se passe. L'homme domine la nature, il l'a fait plier à ses quatre volontés, mais ultimement, la nature, peut-être qu'elle va se mettre en veilleuse pendant quelques centaines ou quelques milliers d'années. Hein, sur l'échelle, la Terre existe depuis 1,3, je crois, milliard d'années. Donc, si pendant 100 ans, on a détruit la nature et qu'elle doit se régénérer sans nous, ça ne lui posera pas un gros problème. Donc, je pense qu'actuellement, on agit stupidement. Dans le livre, je parle, on a un peu la philosophie d'une cellule cancéreuse, c'est-à-dire qu'on croit pour croître sans autre dessein. Mais je pense que si individuellement et ensuite collectivement, on a plus accès à nos ICI, on aura un vrai dessein et on va probablement aller vers plus d'harmonie. Et du coup, ça va enclencher un cercle vertueux vers une société qui sera beaucoup plus agréable pour toutes les formes de vie. Ok. Ouais, ce qui finalement donne aussi beaucoup d'espoir. Oui. Comme on a pu en discuter aussi hors podcast, où t'as soit les gens qui sont... beaucoup ont peur justement de l'IA, de l'intelligence artificielle, se demandent s'ils vont être remplacés. Mais ça explique en fait que finalement c'est même une opportunité qui s'offre à nous pour pouvoir nous offrir plus de temps pour... Ça pourrait être l'opportunité en or. C'est pour ça que, en fait, la peur est toujours très très mauvaise conseillère. Et c'est une des choses que je dis en début de Devenez Génial, c'est qu'on doit passer outre les peurs. Les peurs qui sont souvent issues de croyances. La peur actuelle, c'est la croyance que les machines vont nous faire du mal,
qui est alimenté par les films de science-fiction, etc. Mais finalement, les machines vont devenir ce que les humains vont faire d'elles. Je préfère enlever la peur ou tenter d'enlever la peur pour justement apaiser, pour faciliter l'accès à nos outils et ensuite prendre des décisions informées qui nous permettront d'aller vers ce cercle vertueux. Ouais. Excellent. Déjà, merci beaucoup pour tout ce partage des plus passionnants. Avec grand plaisir. Ouais. 2-3 petites questions personnelles, mais personnelles. On s'entend, je ne vais pas non plus aller trop dans ta vie privée. Allez, qu'est-ce que je vais te poser comme question ? Bon, ce que tu aimes faire pendant ton temps libre, tu l'as dit, il y a le ski, il y a plein d'autres choses. Ouais, ski, voyage. Ski, voyage, ouais, VTT. VTT aussi. Ouais. Baignade, on voit le lac, mais t'es un petit peu loin quand même. Ouais, mais j'aime volontiers. J'aime bien, j'appelle faire un biathlon, voire un triathlon, c'est-à-dire de descendre à vélo jusqu'au lac, de prendre mon kayak et ensuite de nager, et puis de remonter à vélo. Excellent. Avec le kayak dans le dos ? Non. Non, le kayak, il est en bas. Il est en bas. Quel serait le conseil le plus précieux que tu as reçu dans ta vie professionnelle ou privée et que tu as pu appliquer dans ta vie et que tu aimerais transmettre maintenant aux autres ? Alors, je me souviens pas d'un conseil qui a changé ma vie ou qui a été à ce point précieux, mais c'est une croyance. De par mon éducation, j'ai fait un master en finance, j'avais vraiment cette croyance très matérialiste, que tout était matière, que la vie était là par hasard, etc. Et que c'est qu'en challengeant cette croyance et en me rendant compte finalement que la matière ne représente qu'un infime pourcentage de ce qui existe vraiment, que j'ai une vision totalement différente de ce qu'est la vie, de ce qu'est notre vie, parce qu'on est bien plus que de la matière aussi nous-mêmes. Et ça m'a vraiment beaucoup changé et transformé. Donc on pourrait dire en fait ouvrir son esprit à ce qu'on ne voit pas. Voilà, exactement. Okay. Excellent. Mais qui existe. Et qui existe, ouais. C'est juste qu'on ne le voit pas, c'est que nos 5 sens ne sont pas équipés pour les appréhender. Ouais. Donc du coup, l'adage je crois ce que je vois serait plutôt je vois ce que... Ben, je crois ce que je vois, je pense que c'est un adage très matérialiste, c'est peut-être un adage que je suivais, et c'est que quand je me suis rendu compte que c'était faux, en fait, que faudrait peut-être plutôt dire je crois ce que je sens. Oui, ouais. Parce que ces choses qu'on ne voit pas mais qui existent, c'est des choses qu'on peut ressentir par contre. Et une fois qu'on les ressent, on sait qu'elles existent. Absolument. Est-ce qu'il y a avec tout ça, est-ce que tu as quand même un grand regret dans parce que tu en parles aussi dans ta vie, hein, dans ton livre, excuse-moi, de l'étude qui avait été faite par l'Australienne, je ne sais plus son nom, oui. Qui dit justement, les 5 plus grands regrets qu'ont les personnes. Les mourants, ouais. Exactement. Ouais. Et que pour éviter de tomber dans ce schéma-là, justement, en ayant accès à nos ici, ça évitera qu'on tombe là-dedans. Est-ce que toi, tu as quand même des regrets à l'heure actuelle, ou enfin un regret en particulier ou... Non, pas vraiment, non. Non, je crois pas. Parce que a posteriori, oui, j'aurais pu faire les choses différemment, mais a posteriori, je pense que j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Donc, je regrette pas forcément mes erreurs. Ouais, elles t'ont aidé à devenir la vie que tu es. Voilà, je pense. Mm-hmm. Si une personne est intéressée par lire... alors, il y a 2 livres qui m'intéressent. Il y a un de tes livres, bien évidemment. Mm-hmm. Lequel tu recommandes à quelqu'un qui est novice dans ce milieu-là? Alors moi, on me pose souvent la question, surtout quand je suis en dédicace, parce que j'ai quand même écrit 6 livres, lequel je recommande. Bon, déjà, il y en a 2 qui sont quand même un peu hors série, c'est-à-dire Devenez génial, qui, lui, est un guide dont on a beaucoup parlé. Et puis, j'en ai un, c'est plutôt comme une BD qui explique ce que c'est que la conscience. Oui. Donc ça, c'est un livre plus simple. Maintenant, parmi les romans, je dis toujours aux gens, lisez simplement le sujet du roman et puis allez avec celui qui vous appelle. Parce que je pense qu'ils ont tous par exemple, le chaman du Pacifique, ils traitent tous du même sujet qu'est la conscience, mais sous des angles très différents. Le chaman du Pacifique, on parle du chamanisme et de l'intelligence artificielle. Dans Les Amants,
Du ciel se retrouve ici-bas, mon autre best-seller, on parle plus de sortie hors du corps et de business éthique. Dans Voyageant de vie, mon premier roman, on est plus dans l'expérience de mort imminente et ce qui se passe après la mort. Donc, et puis encore Les âmes du temps perdu, où des chercheurs de la conscience, justement, découvrent une façon d'aller lire dans les mémoires akashiques, les mémoires de l'univers, et se rendre compte au fait qu'il y avait d'autres civilisations avant la nôtre sur Terre qui ont probablement fait les mêmes erreurs que nous, et puis du coup, ils vont aller rechercher ces informations dans comment ont vécu ces autres civilisations et qu'est-ce qui a provoqué leur déclin pour éviter que nous, on fasse les mêmes erreurs. Donc, c'est des thèmes assez différents. Ils touchent tous à cette conscience. Et je pense que chacun peut être appelé par l'un ou par l'autre. Donc, il n'y a en tout cas pas d'ordre. Ça, okay. Donc, commencez par celui dont le sujet vous appelle le plus. OK. Et est-ce que toi, tu as un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie? Est-ce que c'est du coup Le pouvoir du moment présent? Le pouvoir du moment présent, incontestablement. Avant ça, Après la vie de Raymond Moody, que j'ai lu en même temps que je m'attaquais à la physique quantique pour justement comprendre la naissance de l'univers. Et c'est là que je me suis rendu compte que, au fait, ce dont parlait Raymond Moody, c'est-à-dire le fait que la conscience continue après la disparition de la matière, la disparition du corps, après la mort, était de nature quantique. Et c'est de mettre ces deux choses ensemble qui m'ont permis de vraiment essayer de comprendre le monde quantique et le monde de la conscience, qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui et ce que je sais aujourd'hui. Ok, super. Trop bien. Est-ce que, pour les personnes qui souhaiteraient du coup aller plus loin, après tes romans ou ton livre devenait génial, qu'est-ce que tu proposes actuellement? Alors actuellement, je propose je propose plusieurs choses. Évidemment, le livre, c'est la première chose, mais il n'y a pas besoin de commencer par le livre. Il y a des gens qui n'aiment pas apprendre tout seul. Donc autrement, j'ai des ateliers d'une journée dont les dates se trouvent sur mon site web. Et j'ai aussi introduit cette année pour la première fois 2 retraites, une dans le Jura, du 23 au 25 août, sauf erreur, et une en octobre en Normandie. Ça sera des retraites de 2 nuits, 3 jours, où on va pratiquer l'accès à cette conscience plus vaste, à nos ici, durant plus de temps. Donc c'est soit l'atelier, soit la retraite, ou alors pour les gens qui sont très autodidactes, le livre suffit. Okay. Et j'ai aussi un cours en ligne pour les gens qui veulent faire les choses à leur rythme et qui préfèrent justement des formats plutôt vidéo, audio, mais avec des explications qui vont plus loin que celles du livre. Donc là, il y a aussi... Et tout ça se trouve sur mon site web. Ok, qui est davidperrou.me. Que je mettrai en description, bien évidemment. C'est gentil. Dernière petite question, est-ce que tu as une personne que tu recommanderais que j'interviewe sur ce podcast? Tu sais, on en a parlé juste avant. Je sais même plus son nom, désolé, mais c'est un monsieur qui m'a appelé hier un peu par hasard. Il a obtenu mon numéro de téléphone de quelqu'un qui avait fait un atelier avec moi. Et c'est quelqu'un, j'avais l'impression, comme on a parlé 1 heure, mais on a surtout parlé de son expérience, mais j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était très terrien, très matériel, très, très manuel. Et il a vécu une expérience de mort imminente. Et d'avoir quelqu'un comme ça qui pourrait en parler avec ses propres mots, qui sont pas les miens, parce que moi j'ai étudié ce phénomène, on n'a pas parlé énormément des expériences de mort imminente, mais je l'aurais expliqué en termes plutôt scientifiques et éloquents, et lui c'est le terrien qui l'a vécu. Et à 68 ans, il remet en question toute la vie parce qu'il a vécu une expérience qui n'entrait pas du tout dans son cadre de pensée. Okay. Là, je pense que ce serait vachement intéressant pour tes auditeurs. Donc, tu me passeras son numéro. Je te passerai son numéro avec grand plaisir. Cool. Bien, David, merci infiniment. Ce fut un immense plaisir de partager ce podcast avec toi. Plaisir partagé. Et puis, plein de succès pour la suite. Et puis, je me réjouis de pouvoir vivre aussi un atelier à tes côtés. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Anne.